Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu, dans le cadre du débat quotidien. Pour ce soir, nous devons nous appesantir sur la situation des transporteurs routiers du Cameroun qui prévaut bien évidemment sur le corridor Douala-Bangui avec bien évidemment ces tracasseries, ces problèmes qu'il faudra à tout prix trouver des solutions pour permettre à ces opérateurs du secteur du transport de pouvoir exercer leur métier dans une condition acceptable. Et pour parler bien évidemment de cette situation, je reçois sur ce plateau M. Bouhom Boucheluc, qui est conseiller technique du syndicat des transporteurs routiers du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Noudje. Voilà. Et de l'autre côté, M. Mohamedou Moussa, qui est responsable d'exploitation du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Noadje. Voilà. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà, je voudrais qu'on commence tout de suite par vous, M. Bouhom Boucheluc, pour vous demander la question qui est très simple ce soir. Qu'est-ce qui fait véritablement problème au niveau du corridor Douala-Bangui? Oui, vous savez bien, c'est la deuxième fois que j'interviens sur ce plateau. Mais s'il faut parler réellement des problèmes des transporteurs sur le corridor Douala-Bangui, on peut relever sur beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le facteur de l'insécurité, il y a le facteur de la police douane, mais qui est un peu négligeable pour nous en ce moment, parce que ce qui est récurrent et ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile pour nous aujourd'hui, c'est le tronçon Garoua-Boulaye-Bangui. Non, c'est ce tronçon qui vous rend la vie difficile. Alors, quand vous dites le tronçon Garoua-Boulaye-Bangui, qu'est-ce qui se passe véritablement là-bas? Ce qui se passe sur le tronçon Garaboulaye-Bangui, c'est que vous allez constater que quand les camions arrivent à Garaboulaye, c'est là où ils vont faire le checkpoint pour traverser. Et pendant le checkpoint, ils ne sont pas libres d'aller comme ils le faisaient par le passé. C'est-à-dire ils sont convoyés. Ils sont convoyés par la... qu'est-ce que je dirais? Aujourd'hui, c'est les Bangladesh qui opèrent dans cette zone. C'est-à-dire qui accompagnent les camionneurs jusqu'à Bangui. Et ce qui se passe, c'est quoi? Quand on parle de convois, je pense qu'il devait avoir un convoi devant et il devait avoir une équipe devant et une équipe derrière. C'est-à-dire permettre d'encadrer le convoi. C'est-à-dire éviter que ceux qui peuvent arriver à couper le convoi, qui puissent intervenir. Mais quand le convoi est juste à l'avant, ça veut dire, quand on démarre, à un moment, s'il y a les coupeurs de route qui interceptent après peut-être 20 voitures, le reste des voitures sont pris en cible. Et quand ils sont pris en cible, qu'est-ce qui se passe? Ils ne s'arrêtent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Le seul rôle qu'ils ont à faire, c'est convoyer les camions. C'est-à-dire, c'est jouer un peu la dissuasion. Mais je pense que l'État camerounais, je pense aussi que l'État des pays, l'État de la sous-région, l'État central devrait organiser une armée forte, prêter main forte à la Centrafrique. Permettre que nous acheminons tranquillement la marchandise sur ce corridor sans avoir autant de tracasseries, sans avoir autant de morts comme ça se passe aujourd'hui. Alors, M. Mohamedou Moussa, vous êtes responsable d'exploitation du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Véritablement, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Ce qui fait problème je ne parlerai même pas seulement de l'axe Douala-Bangui, je parlerai de la situation du transporteur, une situation globale qui est en déliquescence. Je m'en vais vous dire qu'en dehors de tous ces problèmes de sécurité que M. Mboum vient de soulever, il y a principalement le problème même du prix de transport. Le transporteur aujourd'hui ne vit pas de sa profession. Et ce qu'on paye entre Douala, Bangui, on paye 2 800 000 pour un camion dont les charges, quand vous faites le topo, vous voyez les charges reviennent autour de plus de 2 300 000 quand on prend tout en considération.
ça veut dire que la profession n'existe pas ou bien est en train de mourir et va mourir très bientôt. Alors, mais quand on parlait des prix de transport et de 2 800 000, est-ce qu'on peut avoir des détails pour que les téléspectateurs comprennent véritablement jusqu'à quel niveau se trouve le mal, M. Bouom? Oui, bien comme je vous l'ai dit tantôt, je pense que si on revient dans un petit compte d'exploitation, on doit retenir ceci. Le transporteur, au départ, doit débourser de ses poches plus de 2 millions de francs en charge directe. Quand on parle de 2 millions de francs, il y a le carburant qui est à l'ordre de presque 39,14% aujourd'hui, l'achat du carburant. Et au-dessus du carburant, il y a la LVI, qui est la lettre de voiture internationale, qu'on paye au BGFT, le Bureau de gestion de fret terrestre. Il y a la LVO, qui est la lettre de voiture obligatoire, qui est payée au Bureau de fret au BARC, au BNF. Oui, en fait, pour le corridor N'Djamena. Il y a également les frais de route. Quand nous parlons des frais de route, il faut retenir que les frais de route, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous en passer parce que vous connaissez les tracasseries que nous avons, sortant du port de Douala jusqu'à la destination, soit Bangui, soit N'Djamena. Nous rencontrons tellement de postes de police, tellement de postes de douane auxquels nous n'osons pas vous dire ce qui se passe. Mais c'est assez difficile de vous expliquer quand vous n'êtes pas parti sur le terrain. Bon, mais ce qui ressort, nous allons expliquer un peu en bref les frais de route. Dernièrement, dans le projet de loi 2016, il ressortait qu'on ne devrait plus faire un retrait de plus de 500 000 francs. Dessus quoi, vous devrez avoir un retenu à la banque de l'ordre de 5%, qui est impraticable. Nous allons retenir que le transport est une activité un peu différente des autres activités. Il est impossible que vous ayez 5 camions aujourd'hui et que vous n'allez pas courir à la banque tous les jours. Ce n'est pas possible. Non, nous n'encaissons pas. Surtout que dans notre métier, nous travaillons et nous déposons les chèques après le retour des bordereaux de route. Et nous attendons 45 jours, parfois voire 60 jours. Et sans compter que nous avons fait sur le corridor un mois, comme aujourd'hui, il y a des camions qui sont à Bangui pour le départ des déplus, je dirais, il y a 2 mois passés. Il faut attendre le convoi. Dès qu'ils ont déchargé, ce n'est pas facile qu'ils retournent. Il faut attendre qu'on les programme selon les arrivées. Je ne sais plus comment ça se passe. Bon, voilà. Vous allez donc comprendre que les frais de route comportent le péage, ça comporte ces frais de tracasserie policière, douanière, donc en abrégé PDG, police, gendarmerie, douane. Bon, sortant de là, nous parlons de l'escorte. Je demande très fortement, est-ce que c'est le transporteur qui pouvait s'engager à payer l'escorte quand nous partons sauver les vies, quand nous partons aider ceux qui n'en ont pas? Nous, on a la possibilité d'acheminer la marchandise dans un pays comme la Centrafrique, comme le Tchad, qui n'ont pas déjà le port. Hein? Ce qui fait que les partis camerounais tchadiens, les partis camerounais centrafricains devraient s'accorder sur les mesures. Que quand la marchandise arrive là-bas, qu'ils prennent les mesures à les acheminer, pas aux frais des transporteurs. Quand nous les payons, ça gonfle nos charges pour rien. Ce n'est pas possible. Alors, les frais d'escorte, M. Mamadou Moussa, vous les chiffrez souvent à combien lorsqu'il faut peut-être... c'est combien les frais d'escorte? Les frais d'escorte, nous les chiffrons à 35 000. C'était d'hier à 70 000. Ça veut dire que... Il y a eu une réduction parce que vous avez beaucoup tempêté? Oui, réduction. Nous payons directement à la douane. Ce n'est pas nous qui allons donner les moyens à la douane de travailler. L'État est là pour cela. Ce n'est pas nous qui allons apporter les moyens, puisque nous n'en avons plus déjà, pour permettre à l'État de travailler. Il faudra voter un budget pour ça. Pas demander aux transporteurs d'arriver à un poste de police et ils donnent 25 000 ou ils donnent 30 000 avant de passer. Ce n'est pas logique. Alors, et parlons de la taxe à l'essieu. La taxe à l'essieu tchadien se paye à 20 000 francs. Ça veut dire qu'au temps que vous partez au Tchad, vous payez la taxe à l'essieu. Donc, quand on parle des États de l'Afrique centrale, quand on parle des États de la sous-région, de la CEMAC, il faudrait que nous en bénéficions.
de la libre circulation. Donc, vous voulez quelque part que l'État puisse quand même vous exonérer de certaines dépenses liées à ces charges, M. Mamadou Moussa? Oui, naturellement. En fait, c'est qu'on est dans une profession qui est en train de mourir, dont les rentrées diminuent tous les jours, mais on nous demande encore de faire plus de dépenses. Vous voyez, c'est antinomique là. Et puis, en fait, tout ce que nous dépensons, ce qu'on appelle les frais PDG, hein, c'est des frais qui ne sont pas... On ne peut pas vous donner des reçus. Mais tout le monde sait que sur le corridor, normalement sur un corridor, les contrôles ne doivent se faire qu'au niveau des checkpoints. Et les checkpoints, à partir de Douala, aujourd'hui jusqu'à Garamboulaye, normalement, hein, il doit avoir 2 checkpoints. Douala et Bertois, et le 3e à la sortie Garamboulaye. Donc 3 points où normalement un camion qui fait l'international doit être contrôlé. Et à ce niveau-là, on devrait retrouver tous les services. Il se fait contrôler et il passe normalement, il ne doit rien dépenser. Mais c'est le corridor, en fait, quand on parle de corridor, c'est une route qui appartient pas à un seul État, mais aux États de la sous-région. Aux États de la sous-région. Ça veut dire quoi? Un commandant de brigade d'un petit village ne peut pas venir mettre son contrôle sur le corridor. Et mobiliser un camion qui est en partance. Mobiliser un camion qui est en partance pour l'Interland. Mais nous vivons tout cela. Et nous sommes un pan important de l'activité économique. Si nous n'évoluons pas, si nous ne fonctionnons pas, tous les États vont se mourir aussi. Alors, il faut dire qu'au-delà de cet argent que vous dépensez tous les jours, Monsieur Bouillon, il y a quand même qu'il faut mettre le camion à jour. Il faut acheter les pneus, il faut acheter. Est-ce que toutes ces autres dépenses-là sont mentionnées dans ces 2 800 000 que vous avez évoqués? Monsieur Noadieu, je pense que bien si on essaie de récapituler tout ce que nous avons cité en dépenses, vous allez trouver pour tout ce qui est énuméré que nous avons un montant de plus de 2 200 000 que nous déboursons directement pour le départ d'un véhicule. C'est-à-dire que vous prenez les frais sans avance. Vous allez les acheminer sur, je ne sais pas, soit Bangui, soit Djamena. Vous n'avez aucune avance. Et surtout pour certaines transitaires, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez besoin d'avance, ils vous donnent les avances, mais en vous prélevant 10% de précompte direct. Comme s'ils vous prêtaient de l'argent, c'est-à-dire se mettre à la place de la banque. Alors que vous prenez la marchandise pour les acheminer, déposer la facture, être payé dans les 45 jours. Pour ceux qui payent très régulièrement, c'est 45 jours. 30 à 45 jours. Mais nous arrivons à 60-120 jours. Je vous le dis honnêtement. Nous avons des factures que nous les déposons en janvier. Nous sommes payés en mai. C'est pourquoi cette profession aujourd'hui, nous sommes clochartisés aujourd'hui. Nous n'avons pas de porte de sortie. Si déjà une fois nous avons écrit à notre ministre tutelle, nous avons écrit aux transitaires, nous avons écrit aux différents organismes qui n'ont pas pu agir. Je me dis à un moment donné, c'est un métier où on a dit, allez, allez-y, faites comme vous voulez. Mais sauf que l'État se retient quand même le droit de dire à un moment donné que les véhicules sont vieillissants. Comment est-ce que nous pouvons donc renouveler notre parc automobile? Ce n'est pas possible. Regardez la chose ensemble avec nous. Quand vous regardez ce qui se passe sur nos routes, je pense bien que quand vous êtes en voyage, vous n'avez pas les yeux fermés. Vous avez les yeux bien ouverts pour voir ce qui se passe. Regardez lors d'un contrôle. Un gendarme routier peut facilement aligner 20 voitures. 20 voitures alignées. Et il va les contrôler un à un. Et déjà, ce qui est à remarquer, c'est que c'est le gendarme ou la police qui devrait aller vers les voitures. Puisqu'il est assuré sur la route. Le chauffeur n'est pas assuré. Quand le chauffeur gare son camion pour aller rencontrer un gendarme à plus de 300 mètres, s'il y a un accident, allez, ils sont partis. C'est comme ça que ça se passe souvent. Et dans les pays développés, on ne doit pas vous interpeller pour que le gendarme qui est habilité à vous passer au contrôle reste dans sa voiture, vous venez négocier avec lui, passer du temps. Non, c'est plutôt la police qui vient vers vous, c'est le gendarme qui vient vers le chauffeur, qui vient vers le véhicule. Voilà, ça c'est des petits points qu'il faut remarquer. Et tout cela, c'est
devant les pouvoirs publics qui regardent et personne ne pousse le petit doigt. Donc, à partir de là, on devait comprendre qu'il y a un problème qui ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il faut aligner, quand on parle de la sécurité même, il faut aligner 20 voitures pour les contrôler? Non. Alors, M. Mamadou Moussa, maintenant, là, vous dites la profession, rien ne marche, vous avez bientôt garé les camions, il n'y a plus d'argent pour assurer la maintenance de ces engins. Non seulement ça, vous n'avez plus rien à mettre dans vos poches. Alors, est-ce que vous avez crié, comme on dit, votre ras-le-bol pour dire que ça suffit? Monsieur Nouadje, voyez-vous, nous avons crié notre ras-le-bol plusieurs fois. Nous avons écrit à notre ministère de tutelle. Nous avons saisi le Premier ministère. Nous avons saisi le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Nous avons écrit aux transitaires, qui sont les bailleurs de fret, au moins 3 fois, et c'est resté silence radio. Ils n'ont pas répondu. Alors qu'en février dernier, on a eu une plateforme où les transitaires, les syndicats de transport, les représentants du barque centrafricain, les représentants du BNF, on a décidé sur un certain prix plancher de transport. Et c'est combien? Ce Douala Bangui, c'est 4 289 000 à peu près, quelque chose comme ça. Mais certains transitaires ont commencé à respecter et d'autres ont refusé carrément de le. 3 mois après, on est revenu à la case départ et même on a encore diminué le prix du transport jusqu'à ce qu'on se retrouve à ce niveau. Donc, nous avons crié notre ras-le-bol, nous crions notre ras-le-bol et c'est pour ça que nous avons décidé, si au 1er décembre, rien ne change, les transitaires, les bailleurs de frais ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris, on arrête. Et là, ils vont se débrouiller à envoyer l'espoir, le marchandise. Est-ce que si vous arrêtez, est-ce que vous êtes unanime, M. Bohom? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des gens qui sont prêts, n'est-ce pas, à voyager un pour rien? Monsieur Nouadje, je me dis toujours que dans une société, il y a quand même des temps de crise. Et quand on parle des temps de crise, il faut faire des analyses, il faut convoquer des réunions, il faut essayer un peu de faire une étude beaucoup plus profonde pour comprendre le véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, le transporteur est celui qui ne parvient plus, c'est-à-dire à se nourrir déjà. Ce n'est pas possible. En faisant un compte d'exploitation, nous le savons. Hier, on faisait 2 voyages pour N'Djamena. On faisait 2 voyages pour Bangui. Regardez avec l'insécurité qui prévaut aujourd'hui sur tous ces corridors. Est-ce que ce serait possible? Puisque quand on vous dit qu'un camion arrive à la frontière, il fait pratiquement 3 semaines avant de bouger. Ce n'est pas possible. 3 semaines, c'est presque un mois. Vu le temps qu'il a mis ici pour charger, le temps qu'il a pris pour prendre la route. Ça veut dire qu'à un moment donné, il est simple de comprendre que le transport aujourd'hui ne peut plus nourrir son homme. Ça, c'est clair. Parce que si au départ, vous allez prêter, regardez ce qui se passe à la sortie de Douala, la pénétrance S vers l'aéroport. Quand vous passez là, vous voyez les camions chargés et garés. Ils sont à la quête des sous. Ils cherchent de l'argent pour carburer. Ils n'ont pas d'argent. Et s'ils partent vers ces barres de fret, ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi, monsieur? 10%. Si vous nous donnez, c'est 10%. Donc, c'est plus qu'à la banque. Ça veut dire qu'on vous donne les frais, vous n'avez pas de possibilité de transporter, mais on vous revend l'argent. Voilà le problème. Et quand nous revenons à porter ce montant à 2 776 500, qui est le montant de la charge directe que vous déboursez, puisque nous ne prenons pas le carburant à crédit. Nous prenons le carburant à la pompe et nous payons directement. Les frais de route, nous les payons directement. Les frais d'escorte, nous les payons directement. Et le chauffeur également, il faut le payer. Il faut le payer. Nous payons la LVI. C'est la LVI qui déclenche le chargement. La LVO, nous ne pouvons pas charger sans la LVO. La LVO, c'est la lettre obligatoire qui est payée chez les Tchadiens. Et chez les Centrafricains, ils appellent ça le barque. Il faut le payer directement. Ça, c'est les éléments que vous commencez qui vous permettent de déclencher le chargement. Et sorti de là, quand vous quittez la ville, le carburant est mis. Quand vous arrivez à la frontière, il y a encore une taxe sur le carburant. Alors que ces pays ne sont pas dotés des stations permettant aux chauffeurs, c'est-à-dire à peut-être 200 ou 300 km de se ravitailler. Mais comment alors nous arrivons à la frontière avec notre carburant dans le temps, on nous demande de payer, on nous frappe une taxe là-dessus de payer.
nous ne partons pas quand même vendre du carburant dans le réservoir. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez des chauffeurs qui siphonnent le carburant, qui trafiquent ce carburant, que l'on vous frappe de payer cette taxe, M. Mamadou Moussa? Non. Monsieur Nouadje, soyons quand même sérieux. Quel rapport y a-t-il entre le chauffeur qui siphonne le carburant? Et ça, c'est des pratiques qui sont dans le transport de carburant avec des camions citernes, des pratiques même qui sont aujourd'hui vraiment presque ramenées à zéro parce que tous les marketeurs ont doté leurs camions de GPS qui contrôlent. Donc, ça n'a aucun rapport. Nous sommes dans une zone, la zone CEMAC. J'achète le carburant à Yaoundé. Je ne suis pas en train d'aller vendre, comme disait M. Mbom. Mais c'est pour faire rouler le carburant, mais j'arrive à la frontière, on me dit de payer une taxe. Sur ce qui reste, sur ce qui reste dans le réservoir. Ce que je vais consommer en voyageant. Mais nous sommes dans une sous-région où il y a la liberté de circulation, ou bien nous sommes, je ne sais pas, au 21e siècle dans cette situation, je ne comprends pas. Vraiment, je n'arrive pas. Et c'est pour ça que nous en avons marre. Ouais, surtout pour vous qui avez peut-être chacun 1 ou 2 camions ou 3, les immobiliser quand même, ça fait un manque à gagner énorme. 3 semaines, voire 1 mois, comme on le disait tout à l'heure, M. Borom, c'est quand même énorme. Parce que jusque-là, le chauffeur doit être payé, même s'il n'est pas en activité. Mais, M. Nouadje, aussi, vous pouvez bien comprendre cette situation. C'est une situation très, très difficile pour le transporteur aujourd'hui de gérer. Imaginez, vous envoyez un chauffeur en route et qu'il ne peut pas retourner aussi sitôt. Il a une famille. Quand ça ne va pas, nous vivons sous pression. Vous êtes au bureau, parfois, c'est madame qui arrive avec les enfants. L'enfant est malade. Mais mettez-vous à sa place. Son mari était parti pour 2 semaines, pour 1 semaine comme d'habitude. Il se retrouve à 2 mois. Et alors, comment est-ce qu'un chauffeur à qui vous avez confié un bien à plus de 50 millions, vous ne parvenez pas à gérer une crise chez lui? Ça n'a rien à voir avec son salaire, parce que s'il faut parler du salaire, vous allez passer le temps peut-être à payer le salaire à leur famille afin qu'ils ne travaillent ou afin qu'ils ne rentrent du voyage. C'est une situation assez difficile, même pour nous. Parce que quand ils sont en route, il faut retenir qu'ils mangent. Nous, on n'a pas de famille où on peut leur dire, quand vous arrivez là-bas, ce n'est pas l'armée du salut. On doit leur dire, allez vous aligner et prenez le repas à 18h ou à 6h du matin. Ce n'est pas possible. Alors, je voudrais quand même que l'on revienne parler d'un autre problème, parce qu'au-delà de cet argent qu'on n'avait même pas à recouvrer, ce montant qui devient de plus en plus petit, qui s'amenuise et qui vous amène complètement à débrayer. Vous annoncez même que d'ici le 1er décembre, rien n'est fait. Vous n'allez même plus continuer à travailler. Mais lorsqu'on regarde qu'en dehors de cette difficulté-là, il y a cette insécurité où la mission des Nations Unies qui est chargée d'escorter les convois n'arrive pas à faire son travail, ça renforce votre position d'arrêter complètement même cette activité. Monsieur Nouadje, tout à fait. Je pense que quand nous parlons de la mission des Nations Unies, on devrait pas aussi attendre de l'étranger. On devrait être déjà dans la sous-région être soudés. Je pense que si on avait réfléchi plus tôt, de mettre une armée assez forte, même déjà pour protéger nos frontières. J'ai dit ici dans un plateau, une fois que nous ne maîtrisons pas cette situation, avec l'Afrique immigratoire, nous serons obligés à un moment donné de gérer les Centrafricains ici et dans une crise totale. Parce que quand ils arrivent ici, nous ne connaissons pas les intentions. Peut-être ils peuvent arriver avec même ceux qui causaient des exactions en route. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, ils vont trouver aussi refuge. Ou ils peuvent peut-être, puisque même au temps de guerre, il y a des gens qui font du blanchiment d'argent. Ils vont chercher là où c'est un peu beaucoup plus calme pour venir investir. Et c'est là où, je dis à un moment donné, pour ceux qui n'acceptent pas, pour ceux qui ne comprennent pas, je me dis quand même que dans notre activité, je pense que certaines font un peu du blanchiment dans notre activité. C'est clair. Parce que s'il faut voir, faisant un compte d'exploitation clair et que personne ne lève le petit pouce, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui gagne, on gagne quelque part. Et alors, quelle est cette personne qui se sucre sur votre dos? Certainement, c'est vous-même qui avez la réponse. Alors, M. Mamadou Moussa, est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que si ces conditions sont réunies, si aujourd'hui vous êtes payé à 4 millions
289 000 francs, il va falloir quand même que soit l'État du Cameroun mette à votre disposition une armée, des éléments qui peuvent, n'est-ce pas, vous convoyer jusqu'à la frontière de la République centrafricaine, afin que maintenant ces gendarmes de l'ONU ne puissent assurer le reste. En fait, M. Nouadje, moi, ce dont je me rends compte, c'est que c'est un manque de volonté politique. Que ce soit de la MINUSCA ou de nos différents gouvernements. Pourquoi? Parce que dernièrement, il y a eu un convoi du matériel de l'armée camerounaise qui est parti de Douala, qui a été convoyé par l'armée camerounaise jusqu'à Boire. Personne n'est sorti pour les attaquer. Personne. Et même le convoi de la MINUSCA, c'est quand ce sont les Burundais qui accompagnent, vous ne rencontrez personne en route. Mais si c'est les Bangladais, ou bien c'est les Asiatiques surtout, ils ne lèvent aucun petit doigt parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas venus mourir en Afrique pour les Africains. Alors, moi, je pense que nous sommes dans une sous-région économique et nos dirigeants doivent normalement mettre une armée interrégionale qui doit convoyer ces marchandises jusqu'à destination. Alors, est-ce que, M. Madame, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à demander à l'État de mettre à votre disposition des hommes en tenue pour vous convoyer, comme ça se fait ici à les microfinances qui demandent des militaires pour assurer leur sécurité? Oui, mais si nous sommes bien payés, pourquoi pas? Nous faisons du business pour gagner de l'argent. Vous pensez que ce que nous sortons en route, plus de 200 000 francs pour les frais de route, si nous éliminons ça en mettant à la disposition d'une armée ou bien qui nous accompagne du début jusqu'à la fin du voyage, nous ne perdons pas. Et si nous sommes bien payés, il va de soi que nous améliorons notre condition de vie et il va de soi que nous protégeons nos intérêts communs. Alors maintenant, si vous arrêtez, ça veut dire que l'activité économique sera au ralenti du côté de la République centrafricaine, puisque tout part du port de Douala. Mais dans tout cela, quelle est la réaction des opérateurs économiques centrafricains? Ou alors, c'est toujours les Camerounais qui sont les opérateurs en Centrafrique, les opérateurs économiques? Monsieur, c'est comme si on doit revenir sur un sujet qui n'aura pas de suite. Reconnaissez très bien que la Centrafrique est en guerre. La Centrafrique n'a pas d'État aujourd'hui. La Centrafrique n'a pas un gouvernement. C'est un peu du laisser-aller. C'est en ce moment que ceux qui sont forts vont piétiner les plus petits. Je dis tantôt, à la sortie de cette guerre, beaucoup qui vont trouver refuge vont venir, vont venir soit au Cameroun, soit dans les pays frontaliers, dicter les lois, puisqu'ils sont devenus puissants. Donc, en ce moment, je pense qu'il est nécessaire, déjà pour la population de la Centrafrique, de les apporter assistance. Regardez ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui. Tout le monde entier est en mouvance parce que 131 personnes sont mortes en France. Et s'il vous plaît, en Centrafrique, c'est plus de 129 Camerounais qu'on a tués depuis le début de la crise. 129. Nous battons, nous cherchons à améliorer les conditions de travail parce que c'est nos compatriotes camerounais qui meurent. C'est nos compatriotes camerounais qui sont les plus visés. Ouais. Donc, en tant que Camerounais, étant dans une situation où l'activité n'est pas payante, où nous perdons des vies et nous perdons aussi du matériel, parce que si vous avez une panne, un camion tombe en panne, le convoi le laisse et les gens sortent de la brousse pour venir dépiécer complètement le camion, pour venir piller tout ce qu'il y a, toute la cargaison qu'il y a dans le camion. Donc nous ne gagnons pas en première position, nous perdons des hommes et nous perdons du matériel. Et alors, ce qui ne devrait pas être normal. Ce n'est même pas normal. Et de quoi, quand ils attaquent un convoi, vous savez ce qui se passe. Nous sommes informés quelques jours après, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'appeler. C'est une zone un peu déserte. Ils n'ont pas la possibilité d'appeler. C'est-à-dire retrouver très rapidement les call box, même comme les retours en ville. Non, il faut qu'un chauffeur, peut-être après quelques temps, qui ait des passages, qui prend l'information maintenant pour circuler. Sinon, quand dans une attaque, vous pouvez être informé après 2 jours. Après 2 jours. Parce que quand ils attaquent le convoi, le reste, parfois, soit on les dépouille et ils se ravitaillent de leur carburant
et ils prennent tous les frais de route, même jusqu'au téléphone, et ceux qui ont à prendre à dépiécer le camion, dépiécer le camion, puisque en ce moment, la première chose pour les chauffeurs, c'est quoi? C'est déserter le lieu. Ils vont quitter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des mesures technologiques pour permettre quand même de pouvoir permettre à ces chauffeurs d'être en communication de temps en temps avec leur base? Est-ce qu'en dehors des GPS qui sont par exemple exigés, est-ce qu'il y a pas d'autres moyens que pouvez-vous en tant qu'opérateur déployer pour que cette communication soit quand même fluide? Lorsqu'on attaque peut-être un camion qui est derrière, qui puisse faire signaler à ceux qui sont devant, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même trouver des solutions. Oui, il faut trouver des solutions. À l'heure actuelle, le problème est quoi, M. Noadje? Même une fois quand vous êtes informé, vous ne pouvez pas aller sur les lieux. Il est impossible. Si c'est du côté de Centrafrique, il faut que nous rentrons en communication avec le syndicat centrafricain pour négocier, voir dans quelle mesure ils peuvent aller sur place avec des hommes en tenue et qui écoutent. Et vous demandez combien parfois? Vraiment, c'est élevé. Parce que quand vous arrivez sur place, vous les payez. Parfois, ils vous disent que non, une journée de garde, c'est 100 000. Il y a des gens qui ont payé 2 millions. J'ai payé. Moi, pratiquement, j'ai payé. Ils vous disent carrément non, c'est 2 millions. Sinon, il n'y a pas de négociation. La première chose, c'est d'abord payer ceux qui se prétendent gardiens du matériel. Gardiens du matériel. Quand vous les payez, quand vous déplacez les hommes, vous avez un coût approximatif d'1 million de francs. Et quand on porte le camion des PC, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à Bangui parce que le conteneur est encore... Nous ne connaissons pas la contenance du conteneur. Il faut aller faire l'expertise sur place. Et s'il y a encore quelque chose à décharger, on décharge. S'il n'y a plus, si le conteneur est vide, on doit faire le constat. Et il faut trouver encore un autre camion qui doit aller le porter pour entrer. Et quand vous arrivez en route, c'est encore notre problème. Vous ne pouvez pas porter un plateau sur un plateau. Parce que la police doit vous dire chargement, qu'est-ce qu'ils appellent? Ils ont souvent des expressions. Ça veut dire on vous demande pratiquement près de 400 000 francs, c'est-à-dire pour le tronçon Centrafrique-Cameroun. Alors qu'il n'y a aucun matériel adéquat, adapté pour porter le plateau. Dans les pays développés, ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous arrivez, il y a déjà les machines, les gros challengers qui peuvent porter un plateau et doubler sur l'autre. Les camions se transportent sur les porte-chars. Mais la remorque arrière est plus difficile. Mais quand nous les portons sur d'autres remorques, c'est un problème. Là, c'est un gros budget qu'il faut mettre en jeu. Mais quand même ceux de la prévention routière nous arrêtent en route et vraiment sortent des textes que nous ne comprenons pas. Vraiment, je pense que c'est un peu à gauche. Est-ce que c'est parce que beaucoup de transporteurs ne maîtrisent pas leurs droits ou bien sont habitués à la corruption que les gens ont eu de l'appétit en mangeant M. Mamadou Moussa? Non, M. Noadje, la corruption n'est pas l'apanage du milieu du transport seulement. La corruption, elle est généralisée, elle est partout. Donc, qu'on soit en règle, qu'on ne soit pas en règle. En fait, quand vous arrivez à un poste de contrôle, le policier ou le gendarme qui est là, il n'a même pas véritablement souvent besoin de voir ce que vous transportez, votre dossier, s'il est complet ou pas. Il s'intéresse à ce qu'il va trouver entre les feuilles de votre dossier. Mais là, que vous soyez en règle ou pas, vous êtes obligé de marcher si vous voulez arriver et rentrer. Alors aujourd'hui, voilà une situation qui prévaut aujourd'hui. Les frais ne sont pas payés. Les 4 289 000 causes exigées ne sont pas payées. Certains cherchent même à vous clochardiser en allant même au-delà, en deçà de ce que vous demandez. Et en plus, il y a ce problème, cette insécurité qui est galopante avec ces coupeurs de route qui peuvent déboucher à tout point de rue. Il y a également ces postes de contrôle intempestifs érigés par la police, par la gendarmerie et par la douane. Alors maintenant, si vous arrêtez, vous allez faire quoi de tous ces véhicules que vous avez achetés à hauteur de beaucoup de millions de francs CFA? Nous ne sommes pas en train d'arrêter définitivement. Nous arrêtons parce qu'il y a un problème auquel nous voulons qu'on trouve des solutions. Nous sommes un syndicat citoyen
nous défendons les intérêts de nos pays et nos intérêts propres. Donc, nous arrêtons pour qu'on trouve des solutions. Parce qu'on a écrit, on est passé par des voies... même arrêter, c'est une voie légale. Mais nous sommes passés par des voies beaucoup plus pacifiques. Ils n'ont pas réagi. Alors, vous avez parlé d'une première solution. Je veux dire, maintenant qu'on aborde la phase des solutions, il faudrait que, si vous voulez reprendre, que les 4 280 000 qu'on demande soient payés. Il faudrait encore quoi comme solution? Monsieur Noadjo, je vais revenir un peu sur ce sujet. Nous avons fait une lettre en date... Il y a eu une réunion en date du 30 juin 2014 concernant le barème du prix du transport. Cette réunion, c'était une réunion tripartite concernant le BGFT, Bureau de gestion de fret, le SNTRC, le syndicat national de transporteurs routiers, et les commissionnaires agréés, dont représentés par Bémo André, et le BGFT représenté par LH Oumarou, et pour le côté du syndicat, représenté par son président national, honorable Simon Pierre. Sorti de là, il y a eu devant sur l'égide du ministère du Commerce, où sorti de là, il y a eu un accord plancher du prix de transport, signé par les trois parties, et que jusqu'aujourd'hui n'est pas respecté. Le 9 février 2015, il y a eu également une réunion tripartite entre la partie centrafricaine, tchadien et le Camerounais, où nous avons signé un accord pour le barème de transport. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est respecté. Et alors, avec toute cette démarche, nous avons écrit à notre ministre tutelle, à la primature, aux différents organismes qui est aussi également qui sont les syndicats, les syndicats des commissionnaires. Ils n'ont pas réagi. Que voulez-vous faire en ce moment? Que nous avons utilisé la voie légale, c'est-à-dire la démarche la plus simple, et que personne ne réagit. Je pense que l'État ne devait pas laisser les Camerounais, c'est-à-dire tomber dans la ruine totale. Et je dis, ils se plaident parfois parce que certains expatriés viennent faire le transport également comme les nationaux. Mais je dis, ce qui peut être favorable pour les expatriés, mais qu'ils viennent nous construire quand même des logements sociaux. C'est ce qui pourrait être bénéfique pour les Camerounais. Ils ne vont pas venir faire des sous-métiers qui sont déjà faits par les Camerounais. Ce n'est pas possible. Donc, en plus de ça, il y a également des expatriés qui font également ce transport. Je ne pense pas qu'on entre développer un pays par le transport, surtout les expatriés. Non, il y a beaucoup à faire dans un pays. Il y a les logements sociaux. Il y a des gens qui n'ont seulement que 30 000 francs CFA. Où est-ce qu'ils peuvent dormir? L'État devait recadrer cela, M. Noadjo, permettre au moins que ceux qui viennent investir dans un pays, c'est-à-dire qu'ils soient au moins cadrés. On ne vient pas blanchir l'argent dans un pays. On vient aider la population, on vient aider l'État, c'est-à-dire à sortir de cette crise des gens qui restent en chômage pour longtemps. Parce que quand l'État ne peut pas faire face à ces mesures, quand l'État n'est pas capable d'embaucher, il faut permettre à ceux qui ont les capitaux, c'est-à-dire d'investir pour au moins se donner du travail, pour au moins se donner la main d'œuvre. Alors, M. Mamadou, si on comprend bien ce que M. Bourreau est en train de dire, il faudrait quand même que l'État vous protège, vous qui êtes des créateurs de richesses, puisque cet argent, vous avez pu investir ailleurs. Mais si vous décidez d'investir dans le transport, qui permet également à certaines familles de vivre décemment, il faudrait quand même que l'État vous protège et vous rassure que d'ici demain, votre activité ne va pas tomber en ruine. Oui, naturellement, nous souhaitons que l'État nous accompagne et nous savons que le gouvernement nous accompagne quotidiennement dans notre lutte. Et cette fois-ci aussi, nous savons que le gouvernement va nous accompagner à atteindre l'objectif pour que l'activité reprenne vie, pour que nous arrivions à payer nos impôts, pour que nous devenions quand même des citoyens, pas de second rang, mais des citoyens de premier rang, comme notre activité qui est
l'épine dorsale de l'activité, toute activité économique. Si on ne transporte pas de marchandises quelque part, le commerçant ne peut pas vivre, le transporteur ne peut pas vivre, le consommateur ne peut pas avoir de quoi manger, et le gouvernement ne peut pas aussi avoir, on ne peut pas payer les impôts, que ce soit en amont ou en aval. Alors aujourd'hui, la République centrafricaine s'achemine à des élections générales. Vous êtes au courant en tant qu'opérateur économique. Est-ce que vous pensez que ça va se dérouler dans la paix, le calme? Vous qui êtes habitué sur cette route, vous qui êtes habitué en Centrafrique, est-ce que vous estimez que cette élection-là pourra ramener la paix en Centrafrique? Oui, je pense qu'il est même souhaitable, parce que si nous revenons vraiment dans le fond de ce dossier, c'est que c'est un problème qu'il fallait déjà le travailler en amont, parce que, je dis bien, avec l'instabilité dans un pays voisin, nous serons victimes. C'est pourquoi j'ai dit l'État devait mettre des moyens. L'État devait s'asseoir, c'est-à-dire que la sous-région, l'Afrique centrale devait s'asseoir sur une table pour gérer cette crise. Il est impossible qu'il y a feu chez le voisin et que vous dormez tranquillement. Ce n'est pas possible, M. Noadji, ce n'est pas possible. À tout moment, ça peut arriver chez vous. Donc pour moi, je pense qu'il est même souhaitable déjà que la paix revienne très vite. Quand nous parlons de... quand on parle généralement du syndicat, l'État a toujours une avance, une pensée sur le syndicat. Croyant que le syndicat, nous sommes un syndicat responsable. Nous sommes un syndicat, nous ne sommes pas des voyous. Nous défendons une cause, une logique, quelque chose qui est normal. Nous demandons bien à l'État de recadrer les choses. À qui profite cela? Nous ne demandons pas l'argent à l'État, c'est ça le problème. Nous avons suivi, la hausse du carburant a créé un impact très négatif sur votre activité. Sur notre activité. Nous avons supporté. Pourquoi nous avons supporté? Nous avons compris que l'État était à bout. L'État a subventionné le carburant. Et s'il arrive que l'État ne peut plus, nous allons comprendre que l'État donnait main forte pour alléger un peu la partie dont il subventionnait sur le litre de carburant. Si aujourd'hui, l'État ne peut pas également comprendre, nous avions accepté, nous sommes soumis à cette réglementation sans lever le petit doigt. Comment est-ce que l'État ne peut pas nous accompagner, c'est-à-dire à recouvrir ce cap? Ce n'est pas possible d'accepter cela, M. Noadji. Voilà, je comprends, M. Mamadou Moussa, tellement de problèmes qui vont certainement trouver une solution s'il arrivait que des élections transparentes, équitables, soient organisées en Centrafrique. Non, avant que les élections même ne soient organisées, nous pensons que la solution viendra, la solution à notre problème viendra, et nous souhaitons de vive voix que les élections se passent dans de très bonnes conditions en Centrafrique, parce qu'il y va de l'intérêt de tous. Voilà. Merci, M. Bouhom Boucheluc. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du syndicat des transporteurs routiers du Cameroun. Merci également, M. Mamadou Moussa, responsable d'exploitation de ce même syndicat pour ce qui est de la région du littoral. Merci d'être venu pour échanger avec nous sur cette question aussi sensible du transport routier pour ce qui est du corridor Douala-Bangui. Et nous espérons bien évidemment que les différentes autorités des deux pays vont saisir ce problème et trouver rapidement une solution pour que les transporteurs puissent vivre, n'est-ce pas, de leur activité, et surtout pour que qu'il y ait des éléments de la force du maintien de l'ordre de part et d'autre pour convoyer donc leurs marchandises. Merci. C'est donc ici que nous mettons un terme à ce débat quotidien. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.